au parti pris nous rejoignent François Langlais pour l'économie, Ruth El-Kriev pour la politique, Abnous Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. Nous aussi, nous sommes heureux d'être en liberté avec vous. C'est la règle. Et c'est vrai. On essaye de la respecter. Et c'est vrai. Ruth, alors vous revenez sur un événement qui s'est déroulé sur LCI. Marine Tondelier annonce sa grossesse. Elle est enceinte et d'une certaine manière, elle en fait un événement politique. Et elle a été souvent critiquée depuis 24 heures. Et vous dites oui, dans le cas d'espèce, on parle bien d'un bébé, entre guillemets, politique. Écoutez, c'était la déclaration de Marine Tondelier hier soir chez Darius Rochebin. C'est une nouvelle imprévue. Je m'étais plus ou moins résignée à ce que ça n'arrive plus. J'avais arrêté les traitements, les PMA, les FIV, et puis c'est arrivé comme ça, sans que je m'y attende. Il fallait bien que je l'annonce, parce que ça commence à se voir. Alors, est-ce qu'un événement aussi intime doit être transformé en happening politique ? Je sais qu'on pourra dire, vous savez, il y a déjà beaucoup de femmes qui ont conjugué grossesse et politique, pas des moindres. Certaines l'ont mise en image. Ségolène Royal dans Paris Match, je m'en souviens très bien. J'aurais bien aimé, qu'on le voit. Vous vous souvenez, c'était même à la télévision. Elles ont aussi affiché leur grossesse sur le parvis de l'Élysée, comme Rachida Dati. On va la voir. Et puis d'autres ont volontairement banalisé l'événement en professionnel, je dirais, comme récemment Aurore Berger. Alors pour toutes celles-là, l'idée, c'était de montrer qu'on peut concilier pouvoir et maternité. Qu'être une femme, c'est pas une fragilité dans ce monde sans pitié. Elles ont serré les dents sans crier sur les toits, mais cette image de femme parfaite, elle a fait son temps. Elle peut avoir été un peu pesante même pour certaines, pour lesquelles c'était pas si simple. D'autres ont voulu porter un message particulier et briser des tabous. Marlène Schiappa, lorsqu'elle révèle avoir fait une fausse couche lorsqu'elle est ministre et qu'elle est en déplacement officiel au moment où ça s'est produit. Ou Sarah El Haïry, lorsqu'elle raconte sa grossesse et son parcours de PMA avec sa compagne pour normaliser les familles homoparentales. Alors aujourd'hui, que fait Marine Tondelier ? Elle veut aussi donner un sens à un parcours difficile, aux déceptions, aux douleurs physiques et psychologiques des procréations médicalement assistées et aux fécondations in vitro. Écoutez. J'ai commencé ma première FIV le lendemain de la dissolution et je me rappelle du côté vertigineux du secret que vous gardez, de ce moment où on a l'anesthésie générale parce qu'on a une ponction à un moment d'ovocyte, et donc j'avais dit à tout le monde j'ai une intervention, vous inquiétez pas pour moi, c'est pas grave, mais je serai pas du tout joignable pendant cette matinée. C'est vraiment une forme de double vie que vous vivez, et ça concerne un couple sur 5 dans ce pays. J'ai vécu tout le parcours, j'ai vécu les échecs, les mauvaises nouvelles, le renoncement, j'ai tout fait et je veux dire aux couples concernés, vous n'êtes pas seul, c'est un sujet très politique dont on ne parle pas assez en politique, sur lequel d'ailleurs il y a plein de choses à améliorer dans la loi et on va s'en occuper. Alors évidemment, les esprits ronchons, et puis même raisonnables, vont lui reprocher d'en faire un outil de communication, alors qu'elle vient de perdre la plupart de ses villes écologistes et qu'elle est très critiquée dans son parti. D'ailleurs, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. C'est un petit conseil. Attention à ne pas faire du bébé miracle un argument politicien. On peut aussi lui faire remarquer en souriant que si je me souviens bien du bréviaire écologiste, attention, la planète ne sera pas habitable pour trop d'êtres humains. Et la crise climatique n'est pas terminée. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Parce qu'en fait, qu'une femme politique parle à haute voix de son parcours et de ses difficultés, qu'elle en tire une forme de leçon de courage, de positivité et de résilience, que les jeunes ou les moins jeunes femmes, qu'elles soient aides-soignantes, professeurs, caissières, cadres supérieurs, sentent de l'empathie collective de toute la société pour leur cheminement, leurs doutes, leur découragement et puis de leur bonheur, je trouve ça bien. Valeur d'exemplarité. En tout cas, d'empathie. Et une forme de porte-parole là. Vous voyez, quand elle dit à toutes celles qui errent dans les parcours de traitement, vous n'êtes pas seules, à toutes celles qui n'y croient plus, vous n'êtes pas seules, à toutes celles qui vivent des débuts de grossesse mouvementés, logistiquement compliqués, qui les gèrent sans pouvoir en parler, vous n'êtes pas seules. Je suis d'ailleurs frappée de voir combien de jeunes femmes ont reposté son message sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une attente, il y a un besoin de solidarité avec toutes ces femmes et ces couples, de plus en plus nombreux. Et là-dessus, elle touche juste. Sans pouvoir en parler, parce que ce sera encore un peu tabou ? Mais oui, parce qu'il y a des métiers dans lesquels on n'en parle pas, parce qu'il y a une pression sociale dans lesquelles on ne peut pas raconter qu'on a rendez-vous pour faire une injection et qu'il faut prendre 2 heures, ou qu'on est malade, ou qu'on prend des kilos, ou toutes ces choses qui sont très intimes, très personnelles, qui sont de la souffrance, et de la souffrance psychologique aussi, de la déception quand ça ne marche pas, de l'attente, de tout ce qui existe. Et
je pense que chaque parole publique là-dessus, sur des sujets qui sont intimes, fait progresser. Mais par ailleurs, je voudrais pas la décevoir. Toutes celles qui ont reposté son grand poste sur X et ses propos, je suis pas sûre qu'elles vont voter écologiste. Hein. D'ailleurs, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que j'aimerais bien que ce soit pas seulement les femmes qui portent ces sujets et que tous les candidats hommes doivent s'en emparer. Parce qu'il y a encore de nombreux progrès à faire. Par exemple, augmenter de façon notable le nombre de centres de PMA qui sont encore insuffisants en France. Et il y a d'autres insuffisances encore. D'ailleurs, allez-y, tous les candidats, allez-y, vous pouvez vous en occuper. Abdous, que je sens un peu plus sceptique. Je sais pas. Je réfléchissais pendant que je sais pas. Mais vraiment, c'est rare que je sache pas. Mais ce qui est sûr, c'est que mon premier d'instinct, ça me dérange qu'on utilise globalement ses enfants pour faire de la politique. C'est quelque chose que je n'aime pas. J'étais très jeune, j'avais pas aimé Ségolène Royal avec ses mômes. Je trouve que c'est important de garder une frontière, d'autant plus aujourd'hui où il y a un envahissement du privé par le public, du public, et qu'il y a cette frontière qui devient très perméable. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que je pense qu'au nous sommes des animaux sociaux, nous avons profondément besoin d'une intimité qui devrait nous appartenir qu'à nous, et que c'est ça aussi qui permet de se préserver. Et voilà, c'est juste ça. Vraiment, ça me dérange. Non, j'ai pas d'autres mais, j'ai pas d'enfants. Oh. Et je trouve qu'on fait énormément de... J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ça soit une gêne, un malaise de dire qu'on fait une PMA ou une FIV. Je trouve que ça s'est extrêmement démocratisé, tant mieux. Après, j'ai toujours cette idée de me dire que on répète... du soir au matin que la femme célibataire est en haut de la pyramide de la pauvreté, de la difficulté, ce qui est une réalité. Et quand je vois que d'après les derniers chiffres, la PMA est surtout utilisée par des femmes célibataires, il y a une espèce de dissonance cognitive là qui me paralyse. François ? Ça me gêne. Ça me gêne parce que l'exploitation, disons, de faits personnels à des fins politiques me semble plutôt être à des fins politiciennes. Et il y a une autre chose plus fondamentale. Le parcours de la PMA, les questions de fertilité sont des questions majeures, c'est évident. Mais pour autant, il me semble que, évidemment, les politiques doivent s'en saisir, mais que c'est jamais la bonne solution quand quelqu'un qui a vécu décide pour la collectivité. Justement, ces sujets-là, c'est comme si vous voulez quand on nomme à la lutte contre la discrimination quelqu'un qui est d'origine. Les hommes aussi doivent s'en emparer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Mais laissez-moi terminer. En entendant parler, c'est important. Je termine juste. C'est un petit peu la même chose que quand on nomme à la lutte contre la discrimination quelqu'un d'origine étrangère. Non, la discrimination, c'est un sujet important pour tout le monde. Pour tout le monde. La fertilité, enfin, je veux dire les programmes de fertilité, l'aide aux jeunes couples, c'est un sujet important pour tout le monde. Et il me semble qu'au contraire, ça met le sujet en danger quand on le personnalise. Et de ce point de vue, il me semble qu'elle a pris un risque, c'est de susciter un rejet à cause de ce mélange entre vie personnelle et vie politique, alors que le sujet ne mérite pas ça. C'est une question générationnelle, regardez bien, et j'ai été frappée parce que j'ai eu un peu votre réflexe, et je me suis dit, j'ai douté de moi-même, et j'ai regardé et j'ai vu une adhésion générationnelle. Et donc je veux pas être à côté d'une certaine génération qui a entendu ce message et qui en a besoin. Voilà. Je sais que c'est des vieux schnocks par ici. Non, je m'y inclus comme vous l'avez compris. Le débat est légitime de toute façon. Je m'y inclus, mais j'étais frappée de voir l'adhésion. François, vous gardez la parole. Votre parti pris économique, les Iraniens fixent la règle et le péage dans le détroit d'Ormuz, vous dites c'est le retour des bandits. Oui, le Parlement iranien s'est saisi de ce sujet. Il examine un projet de loi pour tarifer le passage dans cette artère vitale. On en a parlé souvent ici. 20% du trafic de pétrole et de gaz, les engrais, la pétrochimie, etc. Et il n'y a pas d'alternative. Pas d'alternative sérieuse. Selon certaines sources, il y aurait un système à 3 tarifs, entre $50,000 pour les navires neutres, jusqu'à 2 millions pour les navires de pays ennemis ou qui sanctionnent l'Iran, donc notamment l'Europe, bien évidemment. Et puis avec un tarif intermédiaire à 500 000, petite erreur. Oui, il y a un zéro, il manque un zéro au milieu. En fait, pour vous donner une idée, le passage du canal de Suez
c'est justement $500 000. Donc ça représente à peu près la même chose. Payé en rial, il y a un couloir de navigation spécifique qui serait mis en place, géré par la marine des gardiens de la Révolution, qui mettrait de côté les navires, les inspecterait et, j'allais dire, les rançonnerait. Au moins leur demanderait le paiement de cette affaire. En fait, ça n'est pas véritablement nouveau, c'est la continuation officielle de quelque chose qui se produit depuis la guerre des 12 jours, dont les armateurs ne parlaient pas, mais en fait, Téhéran aurait collecté plus d'1 milliard de dollars de façon informelle, déjà, en demandant, de fait, aux navires de contribuer, c'est un euphémisme, à la sécurité du détroit, sous la forme d'une contribution financière substantielle. Mais pour vous, c'est un système de bandits. Oui, évidemment, parce que Téhéran n'est pas propriétaire de ces eaux-là, que ça va renchérir évidemment le transport et donc les produits. Auparavant, on avait une autoroute gratuite. Eh bien, on se trouve avec une route mal éclairée, justement environnée de bandits. C'est très différent. Je pense que si c'est intéressant, c'est aussi parce que ça marque une nouvelle étape dans la fragmentation de la mondialisation économique. Pendant la grande parenthèse entre la chute du mur et la guerre d'Ukraine, en gros, on avait des mers à peu près sûres. La circulation des navires sur les eaux internationales était sacrée. Au moins pour les États. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas les attaques. Il y avait les pirates de Somalie, des pirates dans le détroit de Malacca, etc. Mais les États ne prenaient pas le risque de compromettre cette circulation. Et on voit que un État revendique aujourd'hui la propriété de ces eaux internationales. C'est pas la seule mer chahutée, David. Il y a le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, qui a vu son trafic chuter de plus de moitié à cause des attaques de Houthis. Le détroit de Malacca, dont on parlait à l'instant, entre la Malaisie et l'Indonésie, qui est lui-même sous la pression croissante de la rivalité sino-américaine. Le canal de Panama a fait l'objet de là aussi de lutte entre Washington et Pékin. Le détroit de Taïwan, qui est de plus en plus sous l'influence chinoise, au point que les navires américains qui patrouillaient pendant longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont désormais malvenus et soumis à une agressivité chinoise. La mer Noire, qui est évidemment devenue plus dangereuse depuis la guerre d'Ukraine. La Baltique, qui commence à s'agiter sous la pression des drones russes, des navires russes, et puis des navires chinois qui sectionnent les câbles sous-marins. On en a parlé sur ce plateau. Là aussi, donc, avec, disons, une agressivité de plus en plus importante. Et que dire de la future route arctique? Elle n'est pas encore ouverte, mais déjà, les grandes puissances se positionnent de façon à s'en assurer le contrôle. Partout dans le monde, les mers se démontent parce qu'elles sont toutes le théâtre de la grande guerre d'aujourd'hui, celle qui oppose la Chine aux États-Unis, la Chine et ses alliés, la Russie, l'Iran, enfin c'est le même bloc. Et de tout temps, vous savez, la sécurisation des routes maritimes, ça a été la prérogative du maître du monde en place. Au 19e siècle, c'était le Royaume-Uni, évidemment, avec sa marine surpuissante. Vous savez que dans le classement des marines de l'époque, c'était évidemment le Royaume-Uni la première, et que la deuxième était 7 fois plus petite. Au 20e siècle, c'était les États-Unis. Au 21e siècle, les États-Unis ne veulent plus assurer ce rôle-là. Regardez ce qu'a dit Trump tout à l'heure. Les Européens, ils n'auront qu'à aller chercher leur pétrole tout seuls. C'est bien le signe que les États-Unis ne veulent plus le faire, que la Chine ne peut pas le faire encore, et donc que le 20e siècle, notre monde, désormais 100 mètres du monde, est un monde dont les mers sont devenues dangereuses. Une nouvelle illustration de votre livre, qui sera le prochain maître du monde dont on avait parlé ici même. C'est vrai, c'est frappant. Abnous, votre parti pris international, Israël rétablit la peine de mort, peine capitale, blessure morale, parce que c'est une peine de mort très sélective. Oui, c'était hier soir, la Knesset a voté par 62 voix pour, 48 contre et une abstention, et quelque chose s'est fissuré parce que la Knesset a adopté une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes, mais qui est taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques meurtrières contre des Israéliens. Cette loi, elle est taillée sur mesure et c'est l'un des nombreux problèmes que cela soulève. Ce n'est pas une loi universelle ni un principe, c'est ethnique. C'est une loi qui dit la vie de l'un vaut plus que la vie de l'autre. Devant la mort, il y a désormais 2 guichets en Israël. C'est brutal, mais c'est vrai. Alors, ce ne sera pas une découverte. Je suis contre la peine de mort, pas parfois, pas sauf exception, toujours sans le mais, parce que la peine de mort, c'est l'État qui décide qui il a le droit de tuer. C'est une idée médiévale, habillée en sentence judiciaire. L'œil pour l'œil, ce n'est pas de la justice, mais de la vengeance comptabilisée par des greffiers. C'est ce que je pense profondément. Mais ce qui me brise ce soir le cœur, c'est que ça vienne d'Israël. Parce que Israël, c'est un pays qui est né de la pire catastrophe que l'humanité a infligé à un peuple, la Shoah. C'est un pays qui a été construit par des survivants qui auraient pu haïr le monde entier, mais qui ont choisi l'avenir, de planter des arbres, de faire fleurir un désert, de tenir des élections, de faire le choix de la démocratie. Et
et c'est me brise tout est un brisage de cœur. Depuis 1962, l'exécution d'Adolf Eichmann, un officier SS, je le rappelle pour les discrets, qui a organisé avec une minutie bureaucratique la déportation des millions de juifs vers les camps d'extermination. Aucune exécution n'a eu lieu en Israël, je le répète, en 60 ans. Aucune exécution n'a eu lieu. Et pendant ces 60 ans, Israël a subi des attentats, des guerres, des intifadas et a tenu bon, a maintenu son principe, a refusé de devenir ce qu'il combattait. Et ce qui me rend encore plus malade, c'est que c'est le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite, qui a porté ce texte. Ben-Gvir, l'homme qui a longtemps accroché dans son salon le portrait d'un terroriste juif, l'homme qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré par toute la classe politique israélienne, Likoud compris, comme un voyou. L'homme qui a gagné, c'est celui qui a sabré le champagne à l'intérieur de la Knesset, ce qu'il n'avait pas le droit, et qu'il a bu à l'extérieur. J'ai pas le temps de vous montrer son son, mais disons qu'il a été odieux pour être poli comme d'habitude, je ne peux pas le dire autrement, ça a été dégueulasse. Et le Premier ministre Netanyahou a voté pour ce texte, même s'il aurait demandé, paraît-il, qu'on adoucisse quelques dispositions comme la clause qui imposait que les résidents de Cisjordanie soient exclusivement jugés par un tribunal militaire, mais pour éviter le tollé international, ça l'a pas empêché, mais il a voté pour. Alors oui, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, le 7 octobre 2023 a tout changé, cette loi n'a pas été votée, n'est pas tombée du ciel, ces images des kibboutz, ces enfants, ces vieux, ces jeunes gens brûlés vifs dans leur voiture, massacrés, c'est un traumatisme national d'une violence inouïe. J'allais dire, ça devrait être un traumatisme humaniste et universel inouï. Le 7 octobre 2023 était un pogrom, le mot est juste, il est insupportable, et les traumatismes font voter des lois terribles. Les démocraties aussi saignent, et quand elles saignent, elles peuvent trébucher, mais justement, c'est dans ces moments-là qu'une démocratie se révèle, pas quand tout va bien, c'est quand un dilemme éthique se pose que les principes démocratiques doivent prouver leur robustesse. Ram Ben Barak, ancien directeur adjoint du Mossad et député de l'opposition, a exprimé son indignation. Et venant de quelqu'un dont, j'allais dire, le métier quasiment toute sa vie a été de défendre des Israéliens, je trouve que c'est un poids. Et il dit que cette loi témoigne d'une défaite, forme de défaite face au Hamas, parce qu'Israël s'éloigne de ce qu'il a toujours voulu être. Yair Lapid, chef de l'opposition, ne dit pas autre chose. On l'écoute, c'est très court. אנחנו לא כמו החמאס. אנחנו בדיוק ההפך מהחמאס. אנחנו לא באנו למזרח התיכון כדי לקבל עלינו את חוקי השריעה. אנחנו לא הקמנו מדינה יהודית בשביל לקבל על עצמנו את הסטנדרטים המוסריים של האסלאם הרדיקלי. Alors oui, dès les minutes qui ont suivi le vol, l'Association pour les droits civils en Israël a saisi la Cour suprême en urgence. La société civile israélienne, comme toujours, résiste. Oui, elle existe. Oui, elle se bat. Ce n'est pas rien. Il n'empêche qu'à cette question qui m'obsède et qui va m'obséder longtemps, est-ce qu'Israël, en cherchant à punir la barbarie, ne risque pas d'en adopter les logiques? Mais alors attention, je ne dis pas qu'Israël est devenu ses ennemis. Je dis que cette loi est une victoire pour ceux qui, depuis des décennies, veulent exactement ça, convaincre le monde qu'Israël et le Hamas se valent. Cette loi leur offre des arguments sur un plateau, et ça, c'est une défaite stratégique autant qu'une honte morale. Je signe des deux mains. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.